endoscopie, faire un rappel anatomique pour rappeler en fait l'anatomie des fosses nasales, décrire l'abord paraseptal et transseptal, les indications des différentes voies d'abord et exposer quelques particularités et des cas particuliers qu'on a pu traiter dans notre service. Donc, en guise d'introduction, l'endoscope a longtemps été considéré comme un outil. Par contre, l'endoscopie a su, au fil des années, s'imposer comme une véritable technique chirurgicale. Depuis son avènement, la chirurgie endonasale a connu un essor. On est passé de techniques microchirurgicales à des techniques endoscopiques. Donc, ce qui nous a permis de traiter d'abord, dans un premier temps, les adénomes qui étaient strictement cellaires, puis ça nous a permis d'étendre nos voies d'abord à des extensions supracellaires, des extensions latérales et aussi des extensions antérieures et postérieures. C'est une technique qui nécessite une connaissance parfaite de l'anatomie des fosses nasales, comme on le verra lors de la présentation. Elle nécessite aussi une courbe d'apprentissage qui est longue, qui est basée sur des niveaux qui permettent aux chirurgiens d'acquérir une certaine technicité pour pouvoir étendre ses voies d'abord. On est passé d'une vision 2D, on est passé à une vision 2D quand on est passé du microscope à l'endoscope, ce qui a imposer une adaptation aux chirurgiens. Et actuellement, l'endoscopie constitue un gold standard dans la prise en charge des adénomes hypophysaires. Pour rappel anatomique, les fosses nasales ont une forme grossière de pyramide à base plus large que de sommet. Elles sont considérées par 4 murs et 2 ouvertures. Le mur inférieur est constitué par l'apophyse palatine de l'os maxillaire, par la lame horizontale du palatin, et c'est ce qui constitue le plancher de la cavité nasale. Le mur supérieur, quant à lui, c'est le toit de la cavité. Il est constitué par les os propres du nez, l'os frontal, la lame criblée de l'ethmoïde et la portion antérieure du sphénoïde. Le mur latéral a un rôle considérable dans la physiologie respiratoire. Cette muqueuse est rétrécie par des orifices et par les cornées. Elle est constituée par le maxillaire, l'ethmoïde, le sphénoïde et la portion verticale de l'os palatin. Elle communique avec les sinus de la face par différents méas qu'on va détailler plus tard. Elle est constituée de 3 zones. Donc une zone préturbinale, en avant des cornées qui est complètement lisse, une zone susturbinale qui se situe en haut de la ligne d'attachement des cornées, au niveau de la lame criblée, et c'est là où s'insère le cornet suprême qui est un cornet inconstant. Et la zone turbinale, comme on peut voir, constitue les 3/4 de la paroi latérale des fosses nasales. Elle comprend les cornets et les méas qu'on va détailler. Les cornets sont en fait des minces lames osseuses qui sont obliques en bas et en dedans. Et ils sont au nombre de 3 qui sont constants et un qui est inconstant dont on a parlé, c'est le cornet suprême. Le cornet inférieur, ou appelé aussi cornet maxillaire, a un rôle essentiel dans la thermocoagulation respiratoire. C'est le plus long, il mesure à peu près 4 cm avec une extrémité antérieure. Son bord supérieur est attaché à la crête turbinale inférieure de l'apophyse montante du maxillaire. Le cornet moyen qui se situe plus haut que le cornet inférieur et il est également plus court. C'est cependant le plus développé, comme vous pouvez voir sur cette coupe coronale, où on voit que le cornet moyen comble quasiment les fosses nasales. Sa queue est mince et collée à la paroi, elle présente le trou sphénopalatin. Et enfin, il y a le cornet supérieur qui est au-dessus du cornet moyen et qui est le plus petit des 3 cornets. Concernant les méas, ils sont également au nombre de 3. Donc le méa inférieur ou méa lacrymal son sommet correspond à l'orifice inférieur du canal lacrymal à ce niveau-là. Le méa moyen qui est limité par la face externe du cornet moyen et qui représente un véritable carrefour des sinus antérieurs, puisque s'y ouvrent les sinus maxillaires, frontal et ethmoïdo-antérieurs. Et le méa supérieur qui se situe au niveau de la face interne du cornet antérieur, du cornet supérieur, est limité en haut par l'insertion du cornet supérieur et s'y ouvrent les cellules ethmoïdales.
Les orifices sont au nombre de deux, donc un orifice antérieur et un orifice postérieur. L'orifice antérieur est grossièrement en forme de poire et l'orifice postérieur qui est représenté par les choanes. C'est l'entrée du nasopharynx. Il est formé par le sphénoïde, par le bord postérieur du vomaire, par la voûte du pharynx, par le voile du palais et par l'apophyse ptérygoïde. S'y ouvre également la trompe d'Eustache à ce niveau-là, comme on peut voir sur cette vue endoscopique péropératoire. Donc, une vidéo pour vous présenter une exploration des fosses nasales. Au niveau de la fosse nasale droite, le cornet inférieur se présente immédiatement devant nous, le plancher de la fosse nasale, la paroi médiale ou le septum nasal, l'anatomie postérieure, on retrouve les choanes, l'apophyse ptérygoïde et l'ouverture de la trompe d'Eustache. En montant légèrement au-dessus du cornet inférieur, on trouve le cornet moyen, toujours le septum. On essaie de naviguer à travers les fosses nasales vers la portion antérieure. Vous voyez comme le cornet moyen comble les fosses nasales. Et c'est un repère très important lors de notre abord. L'anatomie postérieure nous permet de revoir les choanes, l'apophyse ptérygoïde. Du côté gauche, on passe à une exploration de la narine gauche. Donc, le septum se trouve à notre gauche, le cornet inférieur à ce niveau-là. Le plancher, c'est l'air avec la cloison, avec le septum. On longe le plancher pour voir les choanes, le packing qui est réalisé lors de l'anesthésie, le cornet moyen qui comble les fosses nasales avec la paroi médiale et le cornet supérieur qui se trouve au-dessus. L'anatomie postérieure, simplement pour la rappeler, donc lorsqu'on suit avec notre endoscope de 0 degré introduit dans la narine droite le plancher des fosses nasales, on retrouve nos choanes, l'apophyse ptérygoïde et l'ouverture de la trompe d'Eustache. La paroi médiale, quant à elle, est constituée de 3 parties, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, le vomaire et le cartilage quadrangulaire. C'est une anatomie assez importante, à savoir surtout cette jonction cartilage-ethmoïde, puisqu'elle représente un repère important lors de l'abord transseptal qu'on détaillera plus tard. Donc, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, après avoir récliné la muqueuse septale, on arrive à individualiser assez facilement l'interface cartilage-os pour pouvoir réaliser notre abord qu'on détaillera un peu plus tard. Une autre vidéo de la paroi médiale, comme vous pouvez voir, avec un simple dissecteur, on arrive à retrouver cette jonction os-cartilage pour pouvoir récliner la paroi du côté controlatéral et donc bien dégager le rostre sphénoïdal. La vascularisation, quant à elle, est très importante à savoir et à maîtriser. Surtout, elle nous permet en fait, dans les techniques de fermeture qui seront détaillées plus tard, de préserver un lombo-nasoseptal qui va être vascularisé ou pédiculé. Cette vascularisation est essentiellement assurée par l'artère sphénopalatine ou l'artère nasopalatine, qui est une branche de l'artère carotide externe. C'est une branche terminale de l'artère maxillaire interne qui sort au niveau du trou sphénopalatin dont on a parlé précédemment et qui se divise en 2 branches. Donc la branche externe qui elle-même se divise en 2 artères, c'est l'artère nasale moyenne et l'artère nasale inférieure, et une branche interne qui se divise, qui est en fait la branche nasopalatine qui va vasculariser le septum nasal. Après avoir détaillé cette anatomie des cornets, des différentes parois, l'exploration des fosses nasales se poursuit lorsqu'on récline le cornet moyen. On individualise l'ostium qui est en fait un orifice de drainage du sinus sphénoïdal dans les fosses nasales. C'est un point de repère très important, surtout dans les voies paraseptales, puisqu'elle nous permet de connaître les limites de la coagulation de la muqueuse pour pouvoir réaliser notre sphénotomie. Une fois avoir exploré et atteint le rostre sphénoïdal, on dégage la muqueuse de part et d'autre de ce rostre pour dégager les ostias supérieurs
et inférieure. Et on essaie un maximum de récliner la muqueuse pour pouvoir avoir des abords les plus larges possibles et ne pas être limité lors de notre abord vers la région sélaire ou si on a besoin d'aller par des abords un peu plus étendus. Le sinus phénoïdal, quant à lui, après avoir dégagé cette paroi antérieure du sinus phénoïdal, on se retrouve dans la partie qui est pneumatisée du sinus. Et il a été décrit 3 types de sinus, soit un sinus de type sélaire, c'est-à-dire assez bien pneumatisé, qui nous permet d'avoir un accès assez rapide et assez facile sur toute la selle, simplement en réclinant la paroi antérieure du sinus phénoïdal. C'est ce qu'on voit sur cette IRM par exemple, et c'est ce qu'on retrouve dans 73 à 86% des cas. Le sinus peut être lui présélaire dans maximum un tiers des cas, et à ce moment-là, il faudra peut-être fraiser cette portion d'os ou du clivus qui va être importante à dégager pour réaliser notre abord et pour pouvoir réséquer la tumeur si elle est sélaire. Et c'est la correspondance radiologique se trouve à ce niveau-là, comme vous pouvez voir sur cette image, ou un sinus de type chondral qui est complètement ossifié avec une pneumatisation qui est très petite et qui on va se retrouver avec des difficultés opératoires où on aura besoin d'utiliser une fraise pour pouvoir accéder à cette selle turcique. Le sinus phénoïdal a la particularité de comporter une ou plusieurs cloisons ou septa. C'est des cloisons qui sont asymétriques, qui varient en taille et en direction. Dans 70%, on ne retrouve qu'un seul septum qui va diviser le sinus phénoïdal en 2 cavités qui sont généralement de taille inégale. Et dans 80%, ce sinus va se pointer vers la proéminence carotidienne. Comme on peut voir sur cette image, on a des septa qui sont complets, qui divisent la cloison, le sinus phénoïdal en 2 cavités, mais aussi des septa qui peuvent être incomplets, qui sont simplement des crêtes osseuses qu'on retrouve en péropératoire. Par exemple, chez ce malade, où vous voyez la selle turcique et vous voyez des septa qui ont après avoir été réséqués. Une vue endoscopique après avoir réalisé notre sphénotomie, donc le sinus phénoïdal se trouve à ce niveau-là. Un septum qui séparait le sinus en 2. Une fois après l'avoir réséqué, on dégage tout le sinus phénoïdal. Et comme vous pouvez voir, les septa, c'est en fait des fines lames osseuses qui peuvent facilement être réséquées avec une pince à os pour pouvoir dégager notre sinus phénoïdal et donc notre selle. Après avoir complètement ouvert ce sinus, le plancher de la selle a été décrit dans la littérature comme ayant l'aspect d'un fœtus, avec le front qui est représenté par le planum sphénoïdal. Les yeux sont, eux, les récessus optico-carotidiens. Les sourcils sont les proéminences optiques. Le nez, c'est la région qui nous intéresse, donc la selle turcique. La bouche est représentée par le clivus et les joues sont représentées par les carotides, en tout cas la portion paraclivale des carotides. Une vue endoscopique péropératoire de la selle turcique. Donc, après avoir réséqué les différents septa, on retrouve la selle turcique qui est représentée par le nez. L'étage antérieur, à ce niveau-là, le planum sphénoïdal. Les récessus optico-carotidiens. La portion de la carotide paraclivale et le clivus qui est à ce niveau-là. Et là, on peut voir la muqueuse sphénoïdale qui a été réséquée. Donc, l'abord endonasal, après avoir décrit cette anatomie, on va décrire l'abord endonasal et surtout la position du patient et des chirurgiens. Il faut dire qu'on est passé d'une position décrite comme suit chez les patients qui étaient opérés par microchirurgie, où on mettait en place l'amplificateur de brillance pour pouvoir se repérer en opératoire, avec le chirurgien qui se situait à droite du malade. Depuis qu'on est passé à des abords endoscopiques, la position du chirurgien de l'aide opératoire dépend des préférences des deux. Soit ils peuvent se positionner l'un à côté de l'autre avec la colonne d'endoscopie en face d'eux, ou l'un en face de l'autre avec la colonne d'endoscopie qui est au niveau de la tête du malade.
La position du malade, c'est une position sur transat avec une tête légèrement tournée de 10 degrés vers le chirurgien pour un meilleur confort du chirurgien et surtout une petite flexion lorsqu'on veut accéder à la région célaire. On va faire une hyperflexion lorsqu'on veut accéder à la zone, à l'étage postérieur et une extension lorsqu'on veut aller vers le traitement des brèches vers l'étage antérieur. On prépare les fosses nasales déjà en préopératoire par un lavage au spray d'eau de mer pour pouvoir nettoyer ces fosses nasales et éviter de se retrouver avec des sécrétions. La vasoconstriction est assurée par la xylocaïne nafazolinée pour éviter un saignement de la muqueuse lors de l'abord. Elle se fait par des cotons imbibés de xylocaïne. Elle peut soit se faire au bloc opératoire lors de la préparation du malade ou certaines équipes la font au niveau du service. Le matériel d'endoscopie, c'est une colonne d'endoscopie classique avec un écran, un endoscope, une source de lumière. On peut plus ou moins utiliser un holder où l'assistant peut s'occuper de faire naviguer l'endoscope. On utilise des kérisons, dissecteurs, une aspiration, des ciseaux froids. On peut utiliser une fraise. L'aspirateur ultrasonique peut aussi être d'une grande utilité dans des tumeurs qui ne sont pas forcément très aspirables. Et la navigation également, je vous montrerai des images plus tard, mais la navigation peut aider à des repérages lorsqu'on a des tumeurs qui sont d'importants volumes pour pouvoir repérer les différentes structures. La voie paraseptale, donc à proprement dit, c'est une voie qui est plus directe. Son déroulement, donc on introduit l'endoscope et on explore les fosses nasales en se fiant à nos repères anatomiques. On luxe le cornet moyen pour élargir notre corridor de travail et on coagule la muqueuse septale après avoir individualisé l'ostium. Donc je vais vous présenter une vidéo pour que ça soit un peu plus explicite, mais on est au niveau de la narine droite. Donc comme vous pouvez voir à l'aide d'un dissecteur, on récline le cornet. On repère l'ostium et à l'aide d'une coagulation monopolaire, on coagule la muqueuse, puis on récline la muqueuse des deux côtés pour dégager notre os sphénoïdal et pouvoir démarrer nos sphénotomies. Donc, à l'aide d'un dissecteur ou d'une kérison, on va réséquer la paroi antérieure du sinus sphénoïdal. La muqueuse sphénoïdale aussi peut être soit retirée, soit simplement réclinée. Et on élargit notre sphénoïdotomie en latéral, surtout pour pouvoir avoir un bon abord, une bonne exposition de notre région célaire. Vous voyez que dans certains cas, le plancher est très aminci. On arrive à rentrer au niveau du plancher, réséquer l'os simplement avec un dissecteur ou avec une spatule. Puis, on complète notre résection à l'aide d'une pince qui résonne. Et l'ouverture durale se fait généralement en X. Puis, on peut s'atteler à réaliser la résection tumorale. La voie transseptale, quant à elle, est légèrement différente de la voie paraseptale. C'est une voie qui est un peu moins directe, dans le sens où on va passer à travers, entre la muqueuse septale et la cloison septale pour pouvoir réaliser notre abord vers la base du crâne. La muqueuse est infiltrée avec du sérum adrénaliné pour pouvoir la décoller du septum, pour que l'abord soit un peu plus facile. On réalise une incision qui s'appelle la Killian incision, qui va nous permettre d'accéder à cette interface muqueuse-cloison. Puis on réalise une dissection sous-périostée avant d'arriver au rostre sphénoïdal et de démarrer notre abord. Donc, une petite vidéo pour illustrer tout ceci. Le cornet moyen est récliné pour pouvoir élargir le corridor de travail. L'incision est réalisée à l'aide d'une lame ou d'une faux. On réalise notre dissection sous périostée, puis on individualise l'interface cartilage os pour pouvoir dégager notre os sphénoïdal et on la résèque avant de réséquer la portion antérieure du sinus sphénoïdal à l'aide soit de ciseaux froids, soit de pince qui résonnent.
et on élargit cette sphénototomie en latérale, soit avec une fraise ou avec une kérissone, pour pouvoir avoir un abord le plus large possible. La muqueuse sphénoïdale est réséquée ou simplement réclinée au niveau de la selle. Donc après avoir eu nos rapports, nos repères anatomiques, à savoir la selle, le clivus, l'étage antérieur et les récessus optico-carotidiens, on peut démarrer notre ouverture de la selle à l'aide de ciseaux froids. Là, en l'occurrence, c'était une selle qui n'était pas amincie, donc l'os était assez dur pour pouvoir utiliser des ciseaux froids. On élargit notre ouverture jusqu'aux limites de l'étage antérieur et latéralement jusqu'aux nos limites du sinus caverneux, puis on ouvre la dure-mère en X avant de démarrer la résection tumorale. Les différences principales entre la voie paraseptale et la voie transseptale. La voie paraseptale est une voie beaucoup plus directe, puisqu'on ne va pas essayer d'aller chercher la muqueuse septale, essayer de récliner, de respecter ce plan sous-périosté. Elle a par contre le risque de compromis du lambeau nasoseptal. Elle permet une meilleure exposition latérale vers le sinus caverneux lorsqu'on a besoin de voies un peu plus élargies en latéral. Elle respecte moins la muqueuse vu qu'on la coagule pour pouvoir réaliser notre sphénotomie. Il y a plus de risque d'épistaxis en post-opératoire vu qu'on respecte moins la muqueuse. Et vu que la muqueuse est coagulée, il y a plus de risque de bride ou de cicatrices mucosales. Le déroulement de la chirurgie, une fois la selle ouverte, la dure-mère va être ouverte en X. La tumeur est soit aspirée ou réséquée en fonction de sa consistance. C'est là où intervient le rôle de l'aspirateur ultrasonique dans certaines tumeurs qui ne sont pas très aspirables, sous contrôle bien sûr endoscopique. La fermeture est un temps capital et elle sera détaillée un peu plus tard. Il faut absolument éviter les fistules de LCR. Il y a beaucoup de techniques qui ont été décrites. Et à ce moment-là, je donnerai la parole à professeur Audrey pour vous expliquer les techniques de fermeture. Mais il faut savoir qu'il faut toujours, pendant notre geste, faire attention à un certain nombre d'éléments qui seront capitaux pour la fermeture. Il faut savoir que l'endoscopie nous a permis de réaliser des apports beaucoup plus élargis que ce qu'on pouvait faire avec un microscope, puisque le microscope nous permettait une vision directe, et j'ai envie de dire tout droit des fosses nasales vers la région cellaire, mais avec l'endoscope et surtout la possibilité d'avoir des endoscopes à angulation variée, qui soient du 0, du 30, du 45 ou même des fois de degrés beaucoup plus importants, vers l'étage antérieur, et donc de traiter par exemple des méningiomes de l'étage antérieur ou des brèches ostéoménagées comme on peut le faire dans le service, vers la région cellaire, donc c'est un peu les adénomes, les crâniophryngiomes, et vers l'étage postérieur et notamment les cordomes du clivus. Donc, ce qui nous amène à détailler un peu les indications, donc, comme on a pu le dire, c'est les adénomes hypophysaires qui sont intra ou à extension supracellaire, les crâniophryngiomes à extension intracellaire et surtout les crâniophryngiomes kystiques, les kystes de la poche de rate, les abcès hypophysaires, les méningiomes du jugum de la selle et du tubercule, plus ou moins gouttière olfactive, ça a été assez controversé dans la littérature, et aussi les cordomes du clivus. Donc, quelques exemples de patients qui ont été traités simplement pour voir les corrélations radiologiques et pour dire que dans ce genre de cas où on a un macroadénome intracellaire, la résection va être assez facile dans le sens où on voit que les sinus caverneux ne sont pas atteints et que la résection va être assez aisée. Dans des cas un peu plus larges, d'extension beaucoup plus large, avec une extension supracellaire importante, l'endoscopie nous permet de voir assez profond pour pouvoir réaliser la résection de ces portions supracellaires. Et on voit que latéralement, on risque par contre d'être légèrement limité en latéral par les sinus caverneux. Un exemple de crânio-pharyngiome kystique qui a été également pris en charge dans notre formation. Vous voyez que c'est un patient, c'est un processus qui bombe dans le sinus sphénoïdal, qui comble complètement la selle et dont la résection va être assez aisée.
D'autres problématiques peuvent se poser, notamment lorsqu'on a des extensions latérales. Ça, c'est un malade qui non seulement avait une extension intracellaire, mais aussi une extension latérale. L'extension intracellaire ne pose pas problème vu qu'elle sera réséquée assez rapidement, assez précocement lors de notre abord chirurgical, mais l'extension latérale reste beaucoup plus problématique. À ce moment-là, il faudra prévoir des abords plus étendus. C'est quand je parlais de niveau chirurgical, ça dépend aussi de la technicité du chirurgien pour pouvoir ouvrir le sinus caverneux, mais il faudra prévoir qu'un résidu tumoral pourra être laissé au niveau du sinus caverneux. Un autre cas particulier que je voulais vous présenter, c'est un adénome hypophysaire, macroadénome avec vraiment une destruction de la base et un processus qui bombait dans les fosses nasales, qui a été pris en charge par endoscopie. Et vous pouvez voir que assez rapidement, lors de notre abord, on se retrouve avec un processus qui bombe dans les fosses nasales. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en paraseptal. Le septum est à notre droite, le cornet moyen est à ce niveau-là, le cornet supérieur est là, et dès qu'on voit que la muqueuse est déjà endommagée et que le processus bombe déjà dans les fosses nasales. Donc simplement en réclinant cette muqueuse septale et la muqueuse de la paroi latérale, on retrouve directement notre processus et on peut procéder à l'exérèse. C'est un cas chez qui on avait également utilisé de la neuronavigation pour pouvoir s'orienter, et vous pouvez voir qu'elle peut être très pratique dans certains processus qui sont très destructeurs de la base pour pouvoir repérer nos structures et aussi nous orienter sur le degré de résection tumorale qui a pu être réalisé. Et malgré la taille de ce processus et la destruction de la base du crâne, l'exérèse complète a pu être réalisée sans problème. Donc, simplement pour dire que c'est une technique qui n'est pas conditionnée par la taille du processus. Un autre exemple de crânio-pharyngiome qui avait été pris en charge dans notre formation. Et si on analyse bien notre imagerie, on voit que l'extension supracellaire, si on réalise un abord classique, sans ouverture, sans ronger sur l'étage antérieur, on sera assez limité pour réséquer la portion supéro-antérieure du processus. Donc, il faudra prévoir une extension, surtout dans la résection de l'os, vers l'étage antérieur pour pouvoir réaliser une exérèse la plus complète possible. Donc, c'est un malade chez qui on avait réalisé un abord transseptal. Donc, après avoir réalisé notre sphénotomie, il faut faire attention à vraiment bien s'élargir, récliner la muqueuse le plus possible pour un abord latéral assez large pour ne pas être dérangé lors de notre chirurgie. La muqueuse sphénoïdale est juste réclinée et vous voyez que le plancher de la selle est complètement érodé. C'est une fine lame osseuse qu'on arrive à réséquer assez facilement. Et vous voyez que on ne s'était pas simplement limité, là on est au niveau de l'interface selle et étage antérieur, dure-mère de l'étage antérieur, on s'était élargi vers l'étage antérieur pour pouvoir aspirer à une exérèse la plus large possible. Donc si on continue, vous voyez l'ouverture de la dure-mère, le processus qui se trouve immédiatement en dessous, et l'ouverture est prolongée en antérieur pour pouvoir réaliser notre exérèse. Et si on voit une vue après l'exérèse, le fait d'ouvrir cet étage antérieur nous a permis de complètement réséquer tout le crânio-pharyngiome, mais aussi d'avoir un accès jusqu'à le troisième ventricule. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers des voies étendues, mais toujours garder en tête que la fermeture va être difficile et elle nécessite différentes techniques qui seront détaillées plus tard, comme j'ai pu vous le dire. Le scanner de contrôle de ce malade, c'est un malade qui a bénéficié d'une exérèse totale de son processus. Autre cas, donc c'est des patients, par exemple un cordome du clivus qui a pu être opéré par cette voie d'abord, et vous voyez que déjà le processus a complètement érodé
le clivus et que la voie d'abord est quasiment faite par le processus. Il suffit simplement de réséquer cette portion inférieure et postérieure de la selle pour pouvoir accéder à quasiment tout le processus. Donc voilà, vous avez des petites flèches qui vous montrent un petit peu qu'avec l'angle de travail et le changement d'angle d'endoscope, on peut réséquer ces processus complètement. Et voilà le résultat post-opératoire, une IRM post-opératoire qui nous montre une exérèse complète du processus. Donc quand vous comparez le préopératoire avec le post-opératoire. Cas également d'un papillome inversé qui avait été traité dans notre formation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un processus avec de multiples logettes kystiques, mais qui bombe complètement dans les fosses nasales et dont l'abord aussi est assez aisé. Il va falloir faire attention par contre dans ce genre de cas à la fermeture. Et vous voyez le post-opératoire avec une exérèse qui a pu être totale avec une reconstitution de la base du crâne. Donc, pour conclure, j'aimerais juste dire que l'endoscopie représente une technique indispensable dans l'arsenal thérapeutique neurochirurgical. Elle a prouvé son efficacité au fil des années, que ce soit pour l'abord vers la région sellaire ou pour des abords étendus à l'étage antérieur et à l'étage postérieur. Elle nécessite une connaissance parfaite de l'anatomie. Par contre, la courbe d'apprentissage reste assez longue et il faudra redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre des niveaux de technicité un peu plus poussés. J'aimerais finir par juste simplement en remerciant professeur Audrey de m'avoir prêté ses vidéos pour la présentation et je lui laisse la parole pour vous présenter un peu les techniques de fermeture. Après avoir ouvert, il faut bien fermer cette base du crâne. Merci. Merci Hajar. Je vais essayer de partager mon écran. Arrête de partager ton écran, Hajar, s'il te plaît, pour que je puisse... Pardon. Autant pour moi. D'accord. Alors, c'est bon. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Oui. Oui? Oui, on voit bien. Alors, attendez, je mets en plein écran. Alors, effectivement, comme tu l'as si bien dit, d'ailleurs, merci pour la présentation. Et après avoir réalisé tout un travail d'abord et d'exérèse tumorale, il est clair que le temps de la fermeture devient un temps capital parce que il va permettre d'éviter l'une des complications les plus importantes et les plus redoutables qui sont la fistule de LCR. Et donc, préalable à cette chirurgie ou préalable à ces techniques d'exérèse, il faut être capable de reconstruire ce qu'on avait détruit et de définir ce qu'on appelle une stratégie de sortie de cet abord qui a été donc réalisé. Et donc éviter ainsi donc, les complications liées donc à ces fuites de LCR, notamment la méningite, etc. Il faut savoir que ces techniques de reconstruction doivent, ou la reconstruction elle-même doit être pensée depuis le début de la chirurgie, voire même avant,
pour discuter avec le patient éventuellement des conséquences, pour discuter s'il y a une incision éventuellement pour une prise de graisse abdominale à considérer, s'il y a une prise d'un lombo ou d'un greffon de fascia lata à discuter pour que le patient ne soit pas surpris au réveil de cette nouvelle incision. Et donc, c'est un processus qui doit être pensé à l'avant de la chirurgie, qui doit être pensé également en analysant l'imagerie, notamment l'IRM à la recherche de certains facteurs prédictifs qui vont orienter vers un risque plus élevé de fistule, notamment du fait de l'extension de la lésion, ou bien alors de la présence de certains facteurs anatomiques qui sont plus favorables à un risque de fistule, notamment par exemple sur ces images où on a une arachnoïdocèle intracellaire, et donc chez cette patiente, on a beaucoup plus de risques de tomber sur l'arachnoïdocèle ou de brécher cet arachnoïde et donc causer une fistule de LCR. Ou alors chez ce patient, on voit qu'il y a une petite inflexion du tubercule de la selle avec une petite arachnoïdocèle au-dessus, et donc il faudrait essayer d'éviter d'aller avec notre ouverture jusqu'à ouverture du plancher jusqu'à cette région notamment, ou alors lorsque nous avons des lésions qui sont assez étendues de la base du crâne avec une lise osseuse, et on peut imaginer qu'il peut s'en suivre également des lésions ou alors des destructions de la dure mère, et donc un accès vers les espaces sous-arachnoïdiens. Et donc, il faut chercher ces corrélations anatomiques. Sachez que paradoxalement, là encore, il n'y a pas de corrélation directe entre la taille de la lésion et le risque de fistule, enfin, en tout cas, pas systématique, puisque dans certains microadénomes, on peut avoir des risques de fistule beaucoup plus élevés, puisque le diaphragme n'est pas surélevé et on risque d'avoir ce genre de situation des arachnoïdocèles, comme on peut avoir dans des macroadénomes un diaphragme qui est parfaitement étanche et qui laissera, qui permettra une exérèse totale sans qu'il y ait de fistule qui s'ensuit. Bien sûr, l'exception, comme je viens de dire, c'est celle des lésions étendues de la base du crâne. Mais en tout cas, sachez que plus la résection a tendance à être agressive, plus ce risque de fistule donc, va être élevé. Donc, illustration de ces cas, notamment donc, cette image où on voit qu'il y a une inflexion du tubercule de la selle à ce niveau-là avec une arachnoïdocèle, une petite arachnoïdocèle. Alors, je vais rejouer la vidéo. Ici, donc, au moment de la dissection de la capsule tumorale. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, on avait pris soin de ne pas étendre l'ouverture du plancher sellaire jusqu'aux limites de l'étage antérieur. Ici, on avait la limite de l'étage antérieur et on avait essayé de préserver ce petit bout d'os, justement, pour éviter cette fistule. Et pourtant, et malgré tout, donc, au moment de la dissection de la capsule, on a une petite suffusion de LCR parce qu'on était à la limite supérieure donc, de la selle. Et donc, une petite, on voit ici l'arachnoïde qui est transparente. Donc, l'autre cas que j'ai présenté aussi, là, nous avons ici cette arachnoïdocèle intracellaire et donc, vous voyez bien que en ouvrant la selle, il faut essayer d'imaginer la projection de cette arachnoïdocèle intracellaire, donc ici, comme on voit sur l'image, et du coup, essayer d'éviter, en ouvrant la dure mère, d'atteindre cette zone supérieure, ou du moins depuis le début, pour éviter d'avoir une fistule précoce du LCR qui va vous embêter, qui va vous gêner et gêner l'exérèse. Et donc là, une fois à la fin de l'exérèse, on voit très bien cette hernie diaphragmatique poussée par cet arachnoïdocèle au niveau du foyer opératoire. Là encore, il faut redoubler de prudence pour essayer d'éviter de léser ce diaphragme et donc d'entraîner une brèche s'il n'est pas déjà survenu. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de reconstruction et de fermeture, mais en fait, au final, ils partagent tous le même principe, qui est de mettre une couche interne, une couche intermédiaire et une couche superficielle qu'on appelle donc inlay, onlay et overlay. Le but est donc d'essayer de
d'entraîner une résistance donc, à ces pulsations cérébrales pour essayer de minimiser donc, le risque de fistule post-opératoire et donc d'entraîner une cicatrisation. Donc, il s'agit de bloquer en fait par une couche intradurale, une couche extradurale et puis une couche superficielle. Alors, ces couches, on va les détailler progressivement. Donc, la couche intradurale ou le inlay est une couche qu'on met à l'intérieur de la cavité de résection tumorale. Alors, dont le but est d'essayer de réduire ce flux de LCR qui peut avoir survenu. Donc, il peut s'agir généralement de graisse. Il peut s'agir de muscles, de lambeaux musculaires. Il peut s'agir de fascia, d'aponévrose, donc l'aponévrose du muscle facial lata. Bon, il peut s'agir aussi de surgicelles ou de spongelles, de collagène aussi, ou de certains substituts d'urmériens qu'on peut éventuellement trouver dans le commerce, qui restent relativement un peu chers, mais qui peuvent également être utilisés dans ces situations. Alors, le onlay ou la couche moyenne, elle est généralement utilisée dans l'espace extradural. Elle doit être suffisamment solide pour constituer une barrière aux pulsations cérébrales et donc permettre de maintenir la construction qui a été réalisée en intracellaire, notamment si on avait mis de la graisse par exemple en intracellaire, ben, la couche intermédiaire devrait essayer de maintenir cette graisse pour doubler effectivement de protection contre, et de résistance contre cette fistule de LCR. Alors généralement, il peut s'agir le plus souvent d'os, donc d'os qui peut être autologue, prélevé soit à partir de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, et donc là je reviens vers l'intérêt de la voie transseptale donc, dans cette optique, parce qu'elle permet de préserver donc, le septum et d'avoir accès à cette lame perpendiculaire, ou alors du cartilage septal, le plancher éventuellement de la selle s'il est élargi et s'il est suffisamment solide pour être réutilisé, comme il pourrait s'agir d'une construction, je dirais, synthétique, notamment des mèches de titane, mais à ce moment-là, ça sera encore un peu plus cher. Et puis, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des techniques de suture, éventuellement, donc pour essayer de bloquer cette graisse ou ce matériel qui a été mis en intradural et donc essayer de redoubler, comme j'avais dit, la résistance à cette fistule LCR. Donc là, sur les vidéos, on voit éventuellement des cas où on avait dû replacer des bouts d'os en extradural, donc en technique onlay, pour essayer de entraîner une résistance donc, à cette fuite de LCR. Alors, aussi, donc, comme j'avais dit, éventuellement le plancher sellaire qui peut être replacé et utilisé ouvert en capot. Donc là, à l'image, donc une vidéo d'un cas qui en avait effectivement réalisé cette technique. Donc, on essaie d'ouvrir le plancher au ciseau froid. Je préfère l'ouvrir au ciseau froid plutôt qu'à la fraise, puisqu'il y a moins de pertes osseuses. Et à ce moment-là, on arrive à le récliner. Et puis, bon, après quelques minutes et après la résection, ben, on arrive, l'os reste attaché et on a relativement une bonne couverture du foyer opératoire et donc va permettre de jouer son rôle de onlay. Pardon, exactement, de onlay. Alors, les sutures, donc là, éventuellement, j'ai mis la référence, si vous voulez éventuellement avoir plus de détails, plusieurs types de sutures en fonction du défect. L'essentiel, c'est qu'elles soient suffisamment étanches. Alors, et puis, la troisième couche possible, c'est la couche overlay qui va, elle, recouvrir tout tout le stratagème qu'on a dû réaliser, de préférence qu'elle soit
vascularisé, mais en fonction de ce qu'on peut avoir. Donc, il peut s'agir de la graisse, il peut s'agir de la colle biologique, on va voir une vidéo dans ce sens, d'une greffe de muqueuse, d'une greffe de fascia lata, mais essentiellement, comme je l'ai dit précédemment, les meilleurs seraient une greffe vascularisée. Donc, et là, je rappelle donc le lambeau nasoseptal donc, qui a été décrit depuis 2006 par Haddad et qui a relativement révolutionné et permis de réduire significativement les complications post-opératoires en termes de fistules de LCR. Il y a eu plusieurs variations à partir de ce lambeau nasoseptal, notamment le rescue flap, des lambeaux au niveau à partir du plancher, à partir de la muqueuse de cornée. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est le principe, c'est de pouvoir mettre un lambeau vascularisé qui va permettre de recouvrir l'ensemble. Donc, on verra une vidéo aussi. Ici, pour montrer l'effet ou les propriétés en fait, de cette colle biologique, regardez initialement les pulsations de la graisse à travers le foyer opératoire. Après application de cette colle biologique, notez ce durcissement progressif et donc, vous imaginez la résistance que peut entraîner cette colle biologique par rapport à ces pulsations et donc par rapport éventuellement à ce flux de LCR. Et donc, voilà, ça aussi, ça peut être une technique à réaliser. Alors, pour ce qui est du lambeau nasoseptal, donc, comme je disais, qui était décrit initialement. Donc, il s'agit de prélever cette muqueuse septale donc à partir du plancher de la cavité nasale. En antérieur, juste à quelques centimètres après la jonction muqueuse et épiderme, et en avant, à partir de l'ostium, une incision qui va suivre presque le toit de la cavité nasale en respectant la vascularisation ou les filets olfactifs. Après, donc, le lambeau va être décollé progressivement. En suivant le plan sous périosté, vous voyez que c'est un plan qui est très peu hémorragique. Donc, ici, les dernières précisions, avant de récliner le lambeau au niveau des couannes et commencer le temps opératoire proprement dit. Il faut veiller bien sûr à ne pas tordre le lambeau et préserver sa vascularisation qui est essentiellement basée sur l'artère sphéno-ethmoïdale. Alors, après, en fonction du degré de cette fistule qu'on va rencontrer en péropératoire, on va utiliser ces différentes techniques de façon plus ou moins combinée. Et la classification la plus connue est celle donc de Esposito, qui a été décrite en 2007, puis réactualisée en 2019, et où on y retrouve 4 grades. Le grade 0, où il n'y a pas de fistule de LCR confirmée après la manœuvre de Valsalva. Un grade 1, où il s'agit d'une petite suffusion de LCR confirmée à l'épreuve de Valsalva, mais sans qu'il y ait de déficit ou de déficit pariétal évident, diaphragmatique. Le grade 2, donc, on a une fuite qui est relativement modérée avec un déficit diaphragmatique évident. Et puis le grade 3, qui correspond en fait pas à des fistules péropératoires, mais en fait fait partie des abords étendus. Et donc, on sait très bien délibérément qu'on va vers un grade 3 qui aura une résection de l'étage antérieur, une ouverture de l'arachnoïde pour avoir accès, par exemple, à la citerne supracellaire. Et donc là, c'est des choses auxquelles il faudra s'attendre. Alors, d'après notre expérience modeste, j'irai, mais bon, nous avons atteint actuellement près de 100 patients, dont 74% sont représentés par des adénomes hypophysaires, 73% d'entre eux sont des macroadénomes avec une large extension supracellaire. Bon, des cas
de brèche ostéoméningée, 6 cas de craniopharyngiome, kyste de la poche de rat, des kystes arachnoïdiens, un cordome de clivus et un papillome inversé. Et parmi tous ces cas, nous avons eu environ 30% de fuite de LCR en péropératoire. Ça, en excluant bien sûr les fistules ou les brèches ostéoméningées, hein. C'est 30% de 30% de fistules péropératoires, enfin de fuites de LCR notées en péropératoire. Mais en post-opératoire, seuls 2 cas de fistules transitoires, aucun cas de fistule permanente et aucun besoin de drainage spinal en post-opératoire. Alors, pour cela, nous avons adopté un algorithme de réparation pour essayer de lutter contre ces fistules post-opératoires. Et donc, notamment en fonction des grades. Pour le grade 0, donc, il s'agit de mettre juste des hémostatiques, du Surgicel, du Spongel éventuellement. Si la cavité tumorale de résection est assez large, il serait aussi utile de mettre un peu de graisse pour éviter l'hernie diaphragmatique en intrasphénoïdale. Essayer de réexpandre la dure-mère et la muqueuse sphénoïdale. Et puis, en fonction de ce qu'on a pu avoir comme os septal au niveau du plancher, on va essayer de reconstruire ce plancher sellaire. Pour le grade 1, donc, on mettra systématiquement de la graisse, bien sûr après hémostase, de la graisse en intracellaire. On essaiera, dans la mesure que nos berges durales sont restées intactes, de suturer cette dure-mère pour essayer de renforcer l'effet. D'ailleurs, justement, à l'ouverture, on n'utilise plus de bipolaire pour ouvrir la dure-mère, ceci pour permettre d'avoir une dure-mère qui est assez viable à la fin si besoin. On essaiera aussi de mettre un taquet osseux et de la colle type bioglue. Pour les grades 2, donc, on va devenir de plus en plus systématique. Donc, ça va être de la graisse, suture, taquet osseux, de la graisse au-dessus, de la colle biologique et du nasal packing, des mèches nasales. Et pour le grade 3, donc ça va être toute la panoplie de techniques possibles. Donc, ça va être la graisse, la suture, le taquet osseux, le lambeau nasoseptal, de la graisse au-dessus, de la colle et le ballon qui va permettre donc de maintenir tous ces étages de construction. Donc là, je vais présenter quelques vidéos, on va essayer d'être rapide, de ces réparations en fonction du grade. Donc, notamment donc, pour les grades 0, c'est le cas éventuellement des microadénomes, des macroadénomes intracellaires, où on voit que après la fin de l'exérèse, s'il n'y a pas de fistule LCR, s'il n'y a pas de facteur de risque, on peut facilement se contenter d'une hémostase de la cavité intracellaire. C'est le cas ici, donc à la fin de l'exérèse, on se contente du Surgicel. Pour le grade 1, où on peut avoir éventuellement une petite suffusion de LCR, notamment c'est le cas de cet adénome avec une large extension supracellaire, en grande partie nécrotique. Donc ici, vers la fin de la résection, on notait avec l'épreuve de Valsalva ces bulles d'air qui témoignent donc d'un défect diaphragmatique et donc de communication d'air vers la citerne supracellaire, mais aussi en explorant la capsule postérieure, on voit qu'il y a eu un petit défect postérieur de la capsule avec issue de LCR, notez le filet, le ruisseau de LCR au niveau de la cavité. Et donc là, on va, bon, ça c'était un peu, je dirais un peu de l'excès de zèle, mais bon, on s'est amusé à fermer le point de fistule postérieur, mais surtout au niveau de la cavité sellaire, c'est de la graisse en intracellaire maintenue par des sutures circonférentielles des berges de la dure-mère, comme vous pouvez le voir.
puis un taquet osseux et auquel on va rajouter de la colle biologique. Voilà. Alors, pour le grade le grade 1, donc ça c'est un autre exemple de grade 1, donc un macroadénome hypophysaire avec une extension supracellaire qui est relativement modérée, c'est le cas qu'on avait vu tout à l'heure. Donc après la résection, ou plutôt je dirais au cours de la résection et de la tentative d'exérèse extracapsulaire, donc vers la fin, on note qu'il y avait une petite arachnoïdocèle au niveau de la paroi postérieure de de la selle et avec issue de LCR. Donc, on va combler par de la graisse, suturer les berges de la dure-mère. Voilà. Vous pouvez déjà noter que ça permet de constituer une barrière assez solide contre les pulsations. On remet le taquet osseux, c'est le capot qu'on avait vu tout à l'heure, et on renforce éventuellement par de la colle biologique. Alors, pour les grades 2, où on a un déficit diaphragmatique qui est relativement évident, et là, c'est le cas non pas d'un macroadénome, mais c'est le cas d'un microadénome ou d'un petit macroadénome intracellaire, mais avec une extension latérale et une fuite de LCR péropératoire constatée un grade 2. Alors là, ici, il y avait une arachnoïdocèle intracellaire et qu'on avait vu éventuellement par transparence sur la surface de la dure-mère, mais malheureusement, dès l'ouverture de la dure-mère, donc on se retrouve sur cet arachnoïdocèle et donc nous avons un déficit diaphragmatique qui est assez évident. Donc on continue quand même notre exérèse, mais il faut déjà se préparer à cette étape de fermeture de la graisse en intracellaire, renforcée donc par des points maintenus par des points de suture au niveau de la dure-mère, puis de la graisse au-dessus, un taquet osseux et de la colle biologique par-dessus le tout. Puis, les grades 3, ça, c'est comme je disais, c'est le cas des exérèses intentionnelles élargies, donc les abords élargis. Donc là, ça, c'est le cas du craniopharyngium qui avait été opéré, où on voit ici exactement le troisième ventricule et deux trous de Moreau. Et donc, vous imaginez qu'il s'agit bien d'une fistule à très haut débit. Donc, après un comblement de la cavité, il faut par de la graisse et il ne faut pas trop combler donc, non plus, mais juste pour essayer de réduire le flux de LCR. Donc, on essaie de suturer ce greffon de graisse tout autour des berges de la dure-mère progressivement. Et vous allez voir que au fur et à mesure de la fermeture, la fuite ou la fistule de LCR commence à diminuer progressivement. Là, après la mise en place du taquet osseux, les pulsations, notez bien, les pulsations de LCR sont de moins en moins importantes. Et donc, voilà, ce qui témoigne effectivement qu'on est sur la bonne voie. En recouvrant le tout par le lombo nasoseptal. Ce patient, vous voyez ici le contrôle, le taquet osseux, et ce patient post-opératoire n'a pas présenté de fuite de LCR. Donc voilà, et je voudrais conclure donc en disant que la reconstruction est une étape qui devrait être pensée dès le début de l'intervention ou dès le début du planning du patient, en essayant d'analyser de façon assez détaillée l'IRM préopératoire et en choisissant la voie d'abord la plus appropriée par rapport au cas du patient, pour essayer éventuellement, par exemple, de préserver les lambeaux de muqueuse septale si on risque d'en avoir besoin. Essayer donc d'assurer en péropératoire une fermeture la plus étanche
possible. Et ceci aussi, je voudrais aussi insister sur la courbe d'apprentissage, qu'il faut multiplier les sessions d'entraînement, les workshops et voilà. Donc, je vous remercie et j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, on est là. Merci, merci, merci. Vous avez fait le tour de la question, Hajar et Saad. Donc, la discussion peut-être est ouverte. Ça des ajouts. Et tu as justement soulevé tous les deux donc le rôle de la courbe d'apprentissage. Je pense qu'effectivement, c'est très important. Ce qui a fait que le passage a été rapide donc, vers l'endoscopie, c'est que la microchirurgie a été utilisée pendant les 20 dernières années. Et l'apport de l'endoscope a permis justement donc d'élargir donc il faut pratiquer jusqu'à 10 ans de faire la microchirurgie par voie